Bonsoir. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Faites un signe, s'il vous plaît. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour. Oui, très bien. Donc, on commence le cours. Très bien, d'accord. Donc, aujourd'hui, on va faire le cours des convulsions. Donc, la convulsion, bien sûr, c'est un motif de consultation très fréquent, souvent rencontré aux urgences médicales comme aux urgences chirurgicales. Donc, on commence par l'objectif de notre cours. L'objectif, tout médecin doit pouvoir identifier les situations d'urgence pour une convulsion, ainsi que planifier leur prise en charge. Donc, Hakima. notre cours donc on va commencer par une définition. La stratégie, après, on va planifier la stratégie de prise en charge des convulsions. Bien sûr. Hakima, le son est très bas. Comment? On vous entend mal, le son est très bas. Très bien, d'accord. Bon, on va donc la stratégie de prise en charge des convulsions. Bien sûr, d'abord, je dois reconnaître la convulsion. Après, je dois opter pour une stratégie de prescription des examens complémentaires. Je dois savoir connaître cette étiologie, identifier l'étiologie, la cause qui a causé cette convulsion. Et après, il faut éliminer un diagnostic différentiel et traiter le patient. Alors, bien sûr, en introduction-définition, les crises convulsives sont des crises paroxystiques d'origine cérébrale en rapport avec une décharge hypersynchrone d'un groupe de neurones hyperexcitables et se traduisent par des contractions musculaires involontaires, toniques et ou cloniques généralisées ou partielles. Donc, la crise peut être isolée, survenant en dehors de tout contexte ou bien accompagnée. C'est-à-dire dans un contexte particulier. Les crises convulsives peuvent être symptomatiques d'une affection qu'elles révèlent éventuellement, ou bien elles sont s'intégrer dans le cadre d'une épilepsie maladie. Donc, elles sont un motif de consultation fréquent dans les services d'urgence et elles représentent une urgence médicale qui peut menacer le pronostic vital. Donc, après, vous préparez vos questions et vous posez les questions. Donc, la stratégie de prise en charge des convulsions. Je dois faire le diagnostic de la convulsion qui est essentiellement clinique. Donc, lorsque j'assiste à cette convulsion, le diagnostic est facile pour un médecin, mais toute la difficulté se pose souvent, c'est des malades qui n'objectivent pas la convulsion, c'est-à-dire on n'assiste pas. Et c'est des patients qui consultent souvent pour une perte de connaissance, qui viennent consulter. Là, l'intérêt de l'anamnèse, d'un interrogatoire détaillé qui permet de tirer les arguments en faveur pour s'orienter vers une convulsion. Donc, il est facile si on assiste, difficile lorsqu'on n'assiste pas à la convulsion. D'où l'intérêt d'un interrogatoire bien détaillé. Donc, l'interrogatoire et l'examen clinique permettent de rattacher cette perte de connaissance à une crise convulsive généralisée sur les arguments suivants. Donc, on va décrire les arguments, donc les éléments cliniques qu'il faut chercher lorsqu'on pose l'interrogatoire aux accompagnateurs du patient. Bien sûr, parce qu'un patient qui a convulsé, il ne va pas se souvenir de sa convulsion. Mais c'est important de poser les questions qu'il faut à l'entourage, à ceux qui ont assisté aux accompagnateurs du patient. Donc, c'est une perte de connaissance qui est brutale, avec une chute qui aurait pu occasionner une blessure. Donc, une perte de connaissance brutale, et la chute, elle n'est pas amortie. Donc, un malade, lorsqu'il convulse, il peut se fracturer, il peut se brûler,
Donc, il y a le risque de blessure. Ensuite, une phase tonique d'environ 30 secondes, marquée par une contraction intense des muscles des membres et du tronc avec apnée et cyanose. Bien sûr, ça pour la crise tonico-clonique généralisée. Elle est suivie par une phase clonique durant 1 à 2 minutes avec des secousses musculaires brusques, généralisées et synchrones. Enfin, apparaît à la phase résolutive, caractérisée par un coma post-critique et une hypotonie généralisée. Donc, à l'interrogatoire, lorsqu'on assiste à cette crise convulsive tonico-clonique généralisée et stéréotypée, pour un médecin, le diagnostic est facile, mais je répète, toute la difficulté se pose lorsque c'est un patient qui consulte pour une perte de connaissance. Et là, c'est important de savoir poser les questions pour décrire cette phase, les différentes phases et s'orienter vers la convulsion. L'ensemble des phases dure environ 5 minutes et au coma succède une période de confusion post-critique. La crise peut être partielle et se généralise ensuite, comme elle peut être partielle, tonique ou bien clonique uniquement. Bien sûr, cette crise convulsive, elle est accompagnée souvent de la perte d'urine et de la morsure de la langue. Donc, devant une convulsion, il convient de distinguer, premièrement, donc ça c'est une répartition des urgences médicales françaises. Ils utilisent cette distinction de part entre une crise convulsive isolée qui est sans signe de gravité, toute crise isolée, convulsive, elle n'est pas grave. Et la crise convulsive isolée, on la distingue de la crise convulsive accompagnée, qui lorsqu'elle est accompagnée à certaines situations, donc là, elle peut être cette crise accompagnée avec ou sans signe de gravité, avec ou sans gravité. Donc, ce n'est pas toute crise convulsive accompagnée, elle est grave. Voilà. Donc, la crise est dite accompagnée lorsqu'il y a une répétition de la crise au service d'accueil, lorsque la crise se répète, ou bien lorsqu'il n'y a pas une reprise de l'état de tension, c'est là on parle d'un état de mal convulsif. Lorsque la confusion mentale qui suit la crise tonico-clonique, elle est anormalement persistante. Lorsque cette crise convulsive s'accompagne d'une fièvre de 38 degrés, ou bien lorsqu'il y a un déficit post-critique, après la crise convulsive, il persiste un déficit, qu'il soit moteur ou bien sensitif, et qui persiste. Lorsque cette crise convulsive survient dans le cadre d'un sevrage de l'alcool, ou bien dans le cadre d'un éthylisme chronique, donc elle survient suite à une intoxication, ou bien un trouble métabolique, ou bien suite à un traumatisme crânien, ou bien une maladie générale telle que le cancer, lymphome ou bien sida, ou bien lorsqu'elle survient chez une femme enceinte. Donc tous ces éléments, on parle là d'une crise convulsive accompagnée, elle n'est pas isolée. Donc l'interrogatoire précisera aussi les antécédents de convulsions ou bien de maladies épileptiques connues, recherche des circonstances favorisantes telles que le manque de sommeil, le surmenage, le sevrage en benzodiazépine ou en médicaments antiépileptiques, ou bien un éthylisme aigu. L'interrogatoire aussi précisera le sevrage alcoolique, donc les prodromes d'une hypoglycémie, la prise de certains médicaments, une pathologie intercurrente. Donc là, c'est une fois qu'on a posé les questions qu'il faut pour reconnaître que c'est une convulsion. Là, je dois chercher est-ce qu'elle est accompagnée ou non, et je dois chercher les circonstances, pourquoi elle est survenue cette convulsion. Les signes accompagnateurs ou bien dans quel contexte elle est survenue. Maintenant, une fois l'interrogatoire terminé, là, je vais faire des examens complémentaires. Et le premier examen complémentaire, c'est bien sûr la glycémie capillaire, parce que c'est une priorité. Il faut rapidement faire une glycémie chez un patient qui convulse. Deuxièmement, prescrire une calcémie, parce que c'est une des causes de la prééclampsie sévère, un ionogramme sanguin, un FNS, une fonction rénale, donc les gaz du sang, l'alcoolémie, la recherche de toxiques dans le sang, l'HbCO ou bien le taux sérique d'antibiotiques. Donc tous ces examens complémentaires trouvent leur intérêt devant une convulsion. Donc, et tout dépend de l'interrogatoire et des arguments qui vont m'orienter vers, donc bien sûr à part la glycémie qu'il faut systématiquement faire, mais les autres c'est en fonction du contexte et de l'interrogatoire. Donc
Donc, la ponction lombaire est à faire, bien sûr, sauf en cas de convulsion fébrile. Et la TDM cérébrale aussi n'est pas systématique devant des convulsions, sauf lorsqu'il y a persistance des troubles de la conscience, ou bien lorsque la convulsion survient suite à un traumatisme crânien, lorsqu'il y a un déficit neurologique focalisé post-critique, lorsqu'il y a une fièvre ou bien des signes d'hypertension intracrânienne, lorsqu'il y a des antécédents de néoplasie ou d'HIV, et pour un patient sous anticoagulant ou bien sous traitement ou bien porteur de troubles de l'hémostase. Donc, il faut savoir que le G, il n'a pas d'indication en cas devant une convulsion en urgence. Donc, il est à faire après dans l'exploration étiologique. Donc, maintenant, on va parler des étiologies. Après avoir, bien sûr, parce que j'ai fait mon interrogatoire, j'ai fait mon examen clinique et je prescris des examens complémentaires à la recherche en fonction de mon interrogatoire. Là, j'essaie d'être orientée vers une des causes de l'étiologie, voilà, une des causes de cette convulsion. Donc, si je suis devant un patient épileptique connu, là, je dois faire donc, qu'est-ce qui peut être à l'origine de convulsions chez un patient épileptique connu? Soit un sevrage thérapeutique, donc un patient, il y a une inobservance du traitement, ou bien s'il y a une interaction médicamenteuse, la prise de médicaments inducteurs enzymatiques qui vont s'interférer avec la pharmacocinétique des médicaments du patient, et là, ça va retentir sur leur efficacité. Donc, s'il y a une notion de sevrage alcoolique, ou bien de privatisation de sommeil, ou bien surmenage, s'il y a un traumatisme crânien, des troubles métaboliques, hyponatrémie, hypocalcémie, ou bien une hypoglycémie, le stress et l'émotion. Donc, chez un épileptique, comme chez le non-épileptique, il peut y avoir aussi les mêmes causes, en fait. Donc, les étiologies des crises convulsives symptomatiques qui surviennent en dehors de l'épilepsie. Donc là, l'éthylisme, bien sûr, l'éthylisme, c'est pas l'éthylisme modéré qui est à l'origine de convulsions, c'est pas décrit, mais c'est la prise de grandes quantités de fortes doses et de façon prolongée d'alcool qui va être à l'origine de convulsions. Donc, l'accident vasculaire cérébral, l'hémorragie cérébrale, la thrombophlébite cérébrale, l'intoxication par des psychotropes sont des causes de convulsions symptomatiques en dehors de l'épilepsie. Donc, les causes métaboliques aussi, chez un patient qui fait une hypoglycémie ou bien une hyponatrémie, une hypocalcémie, en dehors de toute épilepsie, il va convulser. Les tumeurs cérébrales, c'est souvent le mode de révélation des tumeurs cérébrales telles que le méningiome ou autres, donc des sujets d'un certain âge qui convulsent et là l'exploration retrouve des tumeurs cérébrales. Le traumatisme crânien aigu ou bien des séquelles de traumatisme crânien, donc après à distance de la phase aiguë. Donc, traumatisme crânien, je disais, donc soit la phase aiguë ou bien des séquelles. Donc, l'infection du système nerveux central, c'est le cas des convulsions fébriles, en cas d'abcès cérébral, méningite ou bien une méningoencéphalite. Donc, il faut toujours éliminer un diagnostic différentiel de la convulsion. C'est le cas de la syncope. Donc, à la différence des convulsions, il n'y a pas donc, c'est la syncope qui est une perte de connaissance brutale. Elle est brève. Elle survient surtout chez des patients qui ont des pathologies cardiaques, souvent. Donc, la lipothymie aussi, où il n'y a pas une perte de connaissance, une perte de conscience totale. Donc, le malaise vagal ou bien la crise d'hystérie, et là, c'est tout l'intérêt de l'interrogatoire, parce que un patient hystérique, il ne va pas se blesser lors de la chute. Et il va amortir sa chute et ce n'est pas les mêmes conditions de la crise, en fait. C'est tout l'intérêt de l'interrogatoire. Donc, la prise en charge thérapeutique.
Donc, les soins à pratiquer aux urgences devant une crise convulsive. Donc, si j'assiste à une crise, je suis devant un patient qui convulse. Donc, c'est important d'éviter toute manœuvre intempestive. Il ne faut rien imposer au patient, parce qu'on risque même de le fracturer ou bien on risque d'aggraver ses lésions. C'est des contractures intenses, involontaires. Il faut juste éviter que le patient ne se blesse. Essayer de protéger le patient pour qu'il ne tombe pas, pour qu'il ne se brûle pas, voilà. Mais on ne lui impose rien du tout. Après, en post-critique, donc il faut installer le patient en position latérale de sécurité, assurer la liberté des voies aériennes supérieures, ceci en retirant les dentiers, en mettant en place une canule de Guedel pour libérer les voies aériennes, oxygéner le patient, faire une glycémie capillaire qui est très importante. Donc, bien sûr, une voie veineuse périphérique avec une perfusion de sérum physiologique, sauf en cas d'hypoglycémie, bien sûr, on doit donner du sérum glucosé. Donc, le traitement médical de la crise qu'on va voir après, juste dans la diapo qui suit. Donc, chercher les signes ou fractures ou bien de contusion. Chercher des signes de localisation, surtout en post-critique. Donc, est-ce que le malade garde un déficit? Donc, il faut aussi protéger le patient, mettre des barrières autour du patient pour éviter que si une autre crise se répète, qu'il ne tombe pas, qu'il ne se blesse pas. Et surveillance, bien sûr, de la fréquence respiratoire, de la fréquence cardiaque et de la température. Donc, les soins à pratiquer aux urgences, toujours. Donc, le traitement médical de la crise convulsive. Quand le patient est pris en charge entre 5 et 30 minutes après le début des convulsions, une benzodiazépine en monothérapie est recommandée par voie intraveineuse lente. Donc, voie intraveineuse lente en 1 à 2 minutes. Donc, une seule benzodiazépine. En cas de persistance des convulsions, au bout de ces minutes, si la convulsion persiste ou bien s'il y a une nouvelle convulsion qui apparaît, là, je ne suis plus dans une monothérapie, mais je dois associer une autre classe d'antiépileptiques. Je dois redonner une autre dose d'une benzodiazépine à la même dose et associer un autre traitement antiépileptique qui est le Gardénal ou bien phosphénytoline. On va les prendre. Donc, ça, c'est pour les benzodiazépines. Les benzodiazépines indiquées pour la convulsion sont le clonazepam. La dose est de 1 à 1,5 mg en IVL pour l'adulte et 0,015 mg par kilo chez l'enfant. Le diazépam, qui est le Valium, c'est des ampoules qui contiennent 10 mg l'ampoule. Donc, je donne pour un adulte une ampoule en IVD. Chez l'enfant, je donne 0,15 mg par kilo. Donc, le midazolam, bien l'Icnovel aussi, il est utilisé donc, soit par voie IV, bon, par voie IM ou bien buccale. La dose de 0,15 mg par kilo en IM et la voie orale, c'est 0,3 mg par kilo. Chez l'enfant aussi, on peut l'utiliser par voie rectale. Donc, les autres médicaments antiépileptiques, on a le phénobarbital ou bien le Gardénal, qui est utilisé à la dose de 10 à 15 mg par kilo, en une perfusion maximale de 100 mg par minute. Donc, ou bien la phosphénytoline, 20 mg par kilo, ou bien valproate de sodium, qui est 30 à 40 mg par kilo. Donc, bien sûr, quelle que soit l'évolution des convulsions, y compris une éventuelle cessation, l'intégralité de la dose prescrite doit être administrée. Si je suis devant un patient qui convulse, parce que même la convulsion, elle va s'arrêter spontanément, même en dehors même si le malade ne reçoit pas de médicaments, la convulsion va s'arrêter. Mais c'est important que le patient reçoive la dose complète de benzodiazépine et s'il y a nécessité du Gardénal. C'est pour éviter la répétition de la crise et c'est pour éviter que le malade ne fasse une autre crise et après il peut passer en état de mal épileptique. Donc, est-ce que je dois hospitaliser ou non un patient qui convulse? Et là, donc les critères nécessaires pour faire sortir le patient. Donc, si je décide de ne pas hospitaliser le patient, ce patient-là, c'est un patient qui a une crise convulsive qui est isolée, donc ce n'est pas une crise accompagnée, qui survient chez un sujet de moins de 60 ans.
Après ce sujet, il faut qu'il y ait un retour à un état critique basal, donc absence totale de symptômes neurologiques, normalité de toutes les investigations cliniques et paracliniques, donc mes examens complémentaires ils sont normaux, ainsi que mon examen clinique il est normal, le patient n'est pas fébrile, il ne garde pas de déficit moteur. Donc, transmission d'un document écrit précisant toutes les recommandations de sécurité nécessaires à cette pathologie. Si je décide de ne pas hospitaliser le patient, je dois lui consigner, lui donner un document où toutes les consignes nécessaires pour sa sécurité sont mentionnées. Donc, accompagnement d'une personne, donc il faut qu'il y ait l'accompagnement d'une personne garantissant la sécurité du patient dans le suivi immédiat et l'adhésion au suivi médical ultérieur. Bien sûr, ce patient, même s'il rentre chez lui, mais il sera suivi par, donc il sera orienté à la consultation de neurologie, il sera suivi par un médecin spécialiste. Donc, bien sûr, ce patient, même s'il rentre chez lui, mais il ne doit pas travailler, donc il faut lui arrêter le travail. Il doit se reposer, il doit éviter toute situation entraînant un risque de surmenage. Et c'est important de bien dormir aussi chez ces patients. Donc, bien sûr, il est orienté vers une consultation d'un neurologue. Et entre-temps, ce patient doit éviter toute situation favorisant le manque de sommeil, ne pas prendre de médicaments potentiellement compulsivants, exemple les tricycliques, les antidépresseurs tricycliques par exemple, ne pas prendre régulièrement son médicament, donc c'est important de respecter le traitement anticonvulsivant qu'il prend, donc l'observance du traitement si c'est un épileptique connu. Recommandations donc aussi à suivre en attendant sa deuxième consultation. Ce patient ne peut pas pratiquer d'activités dangereuses, donc il ne doit pas conduire un véhicule à moteur, pas de natation, pas d'escalade, éviter la consommation d'alcool. Donc les critères d'hospitalisation dans le service d'urgence, lorsque l'âge du patient est supérieur à 60 ans, parce que souvent, si un malade convulse au-delà de 60 ans, ça veut dire que c'est plus sérieux, c'est souvent des patients âgés et qui sont tarés souvent. Donc, ou bien lorsqu'il s'agit d'une crise convulsive accompagnée, donc elle n'est pas isolée, là, le patient aussi, il doit être hospitalisé, il ne faut pas qu'il rentre chez lui le jour même. Donc, on sollicite l'équipe médicale de réanimation en cas de coma, donc avec un score de Glasgow inférieur à 8, en cas d'état de mal épileptique, en cas de défaillance cardio-respiratoire, ou bien chez la femme enceinte qui convulse à partir de 20 semaines d'aménorrhée, là, c'est l'éclampsie. Donc là, c'est une récapitulation des critères d'hospitalisation et de sortie devant une crise généralisée aux urgences. Donc, si c'est une crise généralisée, donc isolée, chez un malade épileptique, en cas d'une mauvaise observance thérapeutique, donc il suffit juste une bonne observance, il sauve le patient. Si c'est une bonne observance, donc il est souhaitable qu'il soit orienté vers un neurologue pour vérifier soit qu'il va réajuster les doses ou bien qu'il va changer de traitement. En cas de crise donc occasionnelle, ce n'est pas un patient connu épileptique. S'il est inférieur à 60 ans, on l'adresse à un neurologue, il pourra sortir, si c'est une crise isolée, bien sûr. Mais si l'âge est supérieur à 60 ans et une crise isolée chez un patient de plus de 60 ans, qui n'est pas connu épileptique, donc il doit être hospitalisé toujours. Donc, en cas de crise accompagnée, donc elle pose l'indication de façon systématique. Et bien sûr, en cas d'état de mal épileptique, je dois solliciter l'équipe de réanimation. Donc, une crise convulsive isolée, aucune mesure thérapeutique médicamenteuse spécifique de prévention de la récidive n'est à prendre, sauf si le risque de récidive est jugé important. Dans ce cas, la prescription est recommandée de benzodiazépine féroce. Donc, par exemple, lorsque le malade convulse, donc là, si je donne le cas d'un trouble métabolique,
Donc, c'est une crise accompagnée, mais c'est uniquement dû à un trouble métabolique. Une fois que je corrige le problème métabolique, il n'y a pas eu lieu de mettre le patient sous benzodiazépine, bien sûr, parce que j'ai traité la cause. Donc, en cas de crise accompagnée, le traitement est en fonction du type de la crise et du contexte. Et là, en cas de crise, donc la crise convulsive chez la femme enceinte, l'éclampsie, le traitement, c'est le magnésium. Il n'y a pas lieu, donc il n'y a pas lieu de donner des benzodiazépines ou bien le cardinal, parce que le traitement efficace pour la convulsion de l'éclampsie, c'est le magnésium. Puis, je transfère le patient en réanimation, bien sûr après extraction fœtale. Donc, si c'est une origine métabolique, il faut traitement de la cause. Et chez l'alcoolique, injection donc, de vitamine B1, parce que chez ces patients, il y a souvent un déficit en vitamine B1 qui va aggraver les choses. Et en plus, chez les alcooliques aussi, le problème de l'alcool, c'est la stimulation. Donc, c'est l'inhibition du système inhibiteur, le système gamma-aminobutyrique. Lorsqu'il est inhibé, ce neuromédiateur inhibiteur du système nerveux central, lorsque les récepteurs sont inhibés en faveur du glutamate qui est excitateur, là, ce déséquilibre-là qui est à l'origine de convulsions, surtout en cas de sevrage alcoolique ou bien en cas d'anéthylisme important, aigu et de dose importante. Donc, en cas de répétition des crises ou d'état de mal épileptique, le transfert immédiat en réanimation s'impose. Avant tout examen d'imagerie, l'anesthésie générale et ventilation mécanique. Donc, bien sûr, il faut donc, mettre au repos le patient, arrêter ses convulsions qui ne s'arrêtent pas, parce que c'est là la définition de l'état de mal épileptique. Avant de demander des examens complémentaires, il faut d'abord stabiliser le patient, puis demander les autres examens complémentaires, TDM ou bien UPL, ou en fonction de la cause. Et là, c'est l'algorithme de prise en charge de l'état de mal épileptique. Vous voyez là, en cas de crise tonico-clonique qui persiste plus de 5 minutes, donc la première phase, il faut uniquement donner une benzodiazépine. Si la convulsion persiste ou bien elle se répète, je dois donner une benzodiazépine associée à un autre antiépileptique. Là, c'est le phenobarbital, 15 mg par kilo. Donc, si malgré ça, c'est à ce niveau qu'intervient la réanimation. Si malgré le traitement, 2 fois je donne benzodiazépine, après j'associe un autre antiépileptique, c'est le rôle de l'équipe médicale de réanimation. Et là, ils vont utiliser d'autres médicaments qui sont utilisés, bien sûr, en présence de matériel de réanimation et par une équipe médicale spécialisée. Voilà. Maintenant, je vais voir si vous avez des questions, s'il vous plaît. Est-ce que vous m'entendez toujours? Est-ce que vous m'entendez? Oui, parfait. Donc, je vais répondre aux questions. Donc, alors, pour voilà, l'acide gamma-aminobutyrique et l'alcoolique, d'accord. Il faut savoir que l'acide gamma-aminobutyrique, ou bien qu'on appelle par abréviation GABA, donc GABA, c'est le principal neurotransmetteur inhibiteur du système nerveux central. Donc, il joue un rôle en empêchant l'hyperexcitabilité des neurones. Et en cas d'intoxication éthylique, en cas d'éthylisme aigu,
ou bien lors d'un sevrage éthylique aussi, c'est le même principe. Donc, il y a une baisse du seuil épileptogène d'une part, et après, les récepteurs de l'acide gamma-aminobutyrique seront inhibés. Donc, ceci va lever l'effet du GABA, de l'acide gamma-aminobutyrique, ce qui va déstabiliser cette balance entre glutamate, qui est système excitateur, et le GABA. Donc, la prochaine question. Si un patient a fait des crises convulsives à répétition suite à un trouble métabolique, est-ce qu'on est obligé de faire un traitement médical ou juste? Oui, je traite de façon médicale le temps de corriger le problème métabolique. Bien sûr, je dois traiter la convulsion, surtout si elle se répète. Donc là, je dois donner une benzodiazépine le temps de corriger le problème métabolique. C'est le cas, par exemple, d'une hyponatrémie, lorsque je dois la corriger de façon progressive, par exemple. Donc, il y a aussi une autre question. Est-ce que c'est clair pour le GABA? Donc, la physiopathologie du malaise vagal. Donc, le malaise vagal, il y a une stimulation importante du nerf vague suite à une émotion importante ou bien suite à une douleur intense. Et là, il va y avoir une diminution de la fréquence cardiaque, une hypotension artérielle qui sera à l'origine du malaise vagal. Donc, l'état de mal épileptique. Donc, l'état de mal épileptique, c'est soit une convulsion qui persiste, donc le malade, il convulse et ça continue de convulser, ou bien le malade, il convulse et les convulsions se répètent, il ne reprend pas l'état de conscience. Donc, si le malade, il convulse, je donne une benzodiazépine, dans les 5 minutes qui suivent encore, il ne se réveille pas, ou bien il se réveille un peu après, il convulse encore. Je donne des doses efficaces de benzodiazépine avec de Gardénal. Et le malade, malgré ça, il convulse, il continue de convulser, ou bien il ne reprend pas de conscience entre les convulsions. C'est ça la définition de l'état de mal épileptique, où il faut un traitement plus poussé. Il faut mettre au repos le cerveau par une anesthésie générale, par les médicaments de réanimation. J'essaie de chercher les autres questions. Si vous avez d'autres questions. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, quels sont les troubles métaboliques qui peuvent donner une crise convulsive? Alors, nous avons l'hyponatrémie, l'hypoglycémie, premier trouble métabolique à chercher systématiquement devant toute convulsion, quelles que soient les circonstances de cette convulsion, même chez un traumatisé crânien. Donc, l'hypoglycémie, l'hyponatrémie, l'hypocalcémie. Essentiellement, ces 3 causes métaboliques qui sont à l'origine de problèmes de convulsion. Est-ce que vous avez d'autres questions, s'il vous plaît? Oui, si la crise convulsive se répète, même si le malade n'est pas un épileptique connu, on doit donner un antiépileptique. Si la crise se répète, même si le patient n'est pas un antiépileptique, un épileptique connu, on doit donner un antiépileptique. Alors, lors d'une convulsion fébrile simple, tonico-clonique, est-ce que j'administre les anticonvulsivants ou les antiépileptiques? Alors, la convulsion fébrile, c'est l'apanage du nourrisson. Ce n'est pas l'adulte. Et après, lorsque je reçois le malade,
les 5 minutes, donc lorsque je reçois le malade précocement, mais s'il a convulsé chez lui et je le reçois après plus de 30 minutes, il ne faut pas lui donner un antiépileptique, il faut juste faire baisser la température. Mais en cas de répétition de la crise, là, je dois donner un anticonvulsivant. Alors, l'excitabilité du GABA augmente ou bien diminue. Donc, il y a une inhibition du GABA et augmentation de la sensibilité du glutamate. Donc, les récepteurs du GABA, parce que le GABA, c'est un neurotransmetteur inhibiteur. Son rôle est d'empêcher l'excitation prolongée des neurones. Donc, il y a une inhibition du GABA au profit du glutamate qui est excitateur. Est-ce que c'est clair? Pour l'excitabilité du GABA, elle augmente ou bien diminue. Donc, il est freiné, le GABA. Les récepteurs du GABA sont freinés. Voilà, d'accord. En cas d'une seule crise isolée, on répète, non répétée. Donc, une crise convulsive seule qui ne se répète pas, si je n'ai pas objectivé la crise, si elle est isolée, je ne vais pas assister au moment de la crise. Donc, si c'est précoce, je donne au malade un anticonvulsivant. Mais si ça y est, il a convulsé, il s'est réveillé, mais plus de 30 minutes, je ne donne rien. Je ne donne pas d'anticonvulsivant. L'intérêt des gaz du sang, oui. L'intérêt des gaz du sang, donc à la fois la gazométrie sanguine permet de voir l'état des échanges gazeux, donc je recherche une hypoxémie, je recherche donc une hypercapnie, et elle permet aussi de donner des arguments sur l'hémoglobine du patient. Si j'ai un appareil de gazométrie, ça permet de voir rapidement plusieurs paramètres biologiques. L'état rénal, parce que là, ça peut m'orienter vers d'autres causes. Par exemple, l'anépileptique, il va rapidement convulser s'il est en anémie, par exemple, ou bien chez un malade qui n'est même pas épileptique, donc je vais voir l'état de l'équilibre acide-base qui va m'orienter vers une pathologie rénale, par exemple, à l'origine d'un problème métabolique. Donc, c'est ça l'intérêt d'une gazométrie sanguine. Voilà. Pour les gaz du sang, donc, voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Voilà, je vous en prie, donc il nous reste moins d'1 minute. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Donc, je vous remercie aussi d'avoir suivi le cours. Et on a encore une autre conférence la semaine prochaine pour les troubles d'hydratation, la déshydratation. Là, malheureusement, on ne pourra pas le faire maintenant. Donc, ce sera la semaine prochaine.